tous et à toutes. Enfin, à toutes et à tous, pardon. Alors, effectivement, quand Gilles Barabon m'a contactée pour cette présentation, j'étais très contente et également un peu étonnée. Parce que je venais juste de classer et de considérer sans suite le travail de recherche que j'avais mené sur les cellulosiques après mes études, c'est-à-dire une petite vingtaine d'années. Voilà. Donc en préparant cette conférence, j'ai donc eu le plaisir de constater que néanmoins des ponts pouvaient être établis entre ce passé lointain et l'actualité du domaine. Et je vais essayer de vous en proposer une petite lecture très résumée et finalement introductive à ces journées. Ça fait une troisième introduction, mais plus concrète. Voilà. Alors, en 2005, alors il ne met pas tout en même temps, d'accord. Ça va être compliqué. En 2005, j'ai eu la chance de pouvoir mener une étude sur les plastiques cellulosiques, donc les nitrates en faisaient partie, qui était financée par la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la Culture, et qui était suivi par le C2RMF. L'objectif était de réunir par une recherche documentaire toutes les sources d'informations et de les organiser pour les rendre accessibles à toute personne en contact avec ces matériaux. C'était une forme d'introduction à ces matériaux. La recherche est divisée en deux grands temps et parties. La première consistait à une bibliographie historique, technique et scientifique sur les matériaux réalisés et sur les matériaux, cette partie a été réalisée avec une documentaliste qui s'appelle Valérie Maleki, qui travaille actuellement à la Cité de la Musique. Et ensuite, une deuxième partie qui consistait à faire un recensement des collections concernées par les problèmes de cellulosique. Et l'idée était de se confronter à d'autres restaurateurs par rapport à ma propre impression de ces matériaux. Et donc, j'ai travaillé avec Pierre-Emmanuel Diborg, qui est restaurateur de photos, et également consultant en conservation préventive. Pour la partie documentaire, ce qui me fait des fantaisies que je n'avais pas sur mon ordinateur. Pour la partie documentaire, nous avons multiplié les lieux de recherche en favorisant les centres accessibles à l'époque. Et Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et qui avaient déjà participé à des projets de recherche autour de la conservation des plastiques et qui avaient déjà à l'époque des ressources en ligne. Donc vous avez les abréviations de tous les centres en haut. Donc il y avait effectivement l'Institut du patrimoine, les arts et métiers, il y avait l'Université de Cône, l'ICN en Hollande, le Getty Conservation Institute aux États-Unis, l'ICROM, qui est un centre de recherche qui était à l'époque très intéressant parce qu'ils avaient déjà des ressources sur ces questions-là. Ce qui à l'époque était le CRCDG, qui est maintenant le CRCC, j'ai pu corriger mon PowerPoint parce qu'entre-temps les institutions changent de nom. Donc on avait multiplié les lieux de recherche et j'ai réalisé un dépouillement systématique des articles, des ouvrages et colloques avec une indexation par mots-clés qui avait été prédéfinie. Et donc en tout, nous avons indexé un peu plus de 200 documents. Les plastiques sont issus du monde industriel et se sont développés avec lui. Il me paraissait alors essentiel de s'intéresser à la question des brevets. À l'époque, le site internet de l'Institut national du patrimoine, l'INPI, n'existait pas. Et j'ai donc passé plusieurs mois, dans un lieu absolument fabuleux, à éplucher plus de 250 brevets français pour en retenir 166 pertinents. Les brevets sont indépendants d'un pays à l'autre. D'autres personnes, comme Colin Williamson, qui est assez connu dans ce milieu professionnel, a très bien exposé et exploré cette ressource pour d'autres pays, comme l'Angleterre, mais ça n'avait pas été fait à l'époque en France. Les brevets français ont permis d'apporter un regard critique sur les produits constitutifs et les modes de fabrication, mais aussi sur l'historique de ces matériaux. Cette recherche a également été l'occasion de faire le point sur les fabricants, les inventeurs, les déposants français. Vous voyez ici un exemple de correspondance entre le société et le nom des déposants. Alors quand on fait des recherches sur des fonds, c'est important, des fois on a des noms, on ne les associe pas forcément aux industries. Et donc ça, c'était une partie importante de cette recherche. Aujourd'hui, sur Google, si vous tapez acétate de cellulose, bibliographie, la base de données qui avait été constituée sort en deuxième référence. Donc elle est encore actuelle et bien vivante. Cette source documentaire est toujours donc d'actualité, mais je pense qu'elle est quand même encore un peu frustrante pour les gens qui la consultent. D'abord parce qu'il n'y a pas la synthèse des brevets dedans, et les contenus et ressources ne sont pas toujours accessibles. Le développement par contre d'Internet, notamment pour l'INPI,
facilite énormément la consultation des brevets. Par contre, dès que vous tombez sur des brevets un peu anciens, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, l'étude MRT avait un autre objectif qui était lié à l'étude des collections, qui visait à documenter et à proposer des outils d'observation, de constat et d'identification des objets en nitrate et acétacellulose. Et le but était ainsi d'améliorer les mesures préventives de conservation. Des outils de prise de données, une fiche d'observation, un glossaire descriptif et une fiche de prélèvement ont été réalisés à cette époque et ensuite testés sur 3 collections. Le musée de la lunette situé à Morée, le musée du jouet à Poissy et Feu, le musée des arts et traditions populaires. Je dis Feu parce que je ne sais pas où sont toutes les collections aujourd'hui. Nous avons défini une première série de marqueurs d'identification et commencé à l'époque à mettre en parallèle les états de conservation et les conditions de conservation. Une base de données que vous voyez ici a permis de voir les occurrences les plus occurrentes, et d'évaluer la pertinence de la terminologie qu'on avait mis en place. Le premier constat a été que le niveau de dégradation est une notion extrêmement subjective en fonction du niveau de connaissance, de l'expérience, mais aussi du type de collection. Je pense que l'état de conservation au musée du Pen et la plasturgie inquiétant n'est pas le même niveau inquiétant qu'au musée d'art contemporain de Nice, par exemple. On n'a pas du tout la même façon de le qualifier, en tout cas sur les plastiques. J'ai perdu mon fil. Et donc il a paru évident qu'il fallait arriver à travailler une hiérarchisation et une rationalisation de cette terminologie, notamment descriptive. Le bilan des observations qu'on a menées à l'époque a permis de dégager 4 points fondamentaux. Le premier, c'est que les collections qui ont une histoire d'usage passé se dégradent préférentiellement. C'était il y a 15 ans. Les conditionnements qui étaient à l'époque pratiques, même s'ils étaient spécifiques, n'étaient pas toujours adaptés. Troisième point, les conditions climatiques n'étaient quasiment jamais adaptées et aucun système de captation de polluants n'était en place. 15 objets répartis entre ces collections ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence pour servir de biens de référence. Vous en voyez un ici en bas à droite. Ils ont notamment été sujets à des prélèvements puis des analyses par le site des RMF. Nathalie vous en parlera sûrement un petit peu plus tard. Je ne sais pas, mais elle vous parlera sûrement des méthodes d'analyse du site des RMF. Et une mise en ligne sur Internet de ces divers éléments assortis d'une documentation photographique visait à illustrer ces observations et à donner un outil. Ce travail n'a hélas pas eu le temps d'être mis en ligne, donc il n'est pour l'instant pas accessible, mais il existe et je pense que le C2RMF peut vous communiquer sans difficulté. Tous ces documents ont servi à une autre étude qui a été assez largement plébiscitée et qui rejoint la présentation de M. Liévaux sur les projets européens, qui est le projet POPART, qui a été coordonné par Bertrand Lavédrine et financé par la Commission européenne dans le cadre du 7e programme de recherche et de développement technologique, qui avait pour objectif, d'une part, de développer une stratégie européenne de conservation de ces matériaux et d'améliorer la conservation et la maintenance des collections d'objets en matière plastique qui représentent le plus souvent des altérations. J'ai eu la chance d'en faire partie, sur la demande de Gilles, encore une fois, ainsi que 4 autres restaurateurs, dont certains sont ici aujourd'hui. Au démarrage de celui-ci, les livrables du projet MRT, dont je viens de vous parler, tels que le glossaire illustré, la hiérarchisation des dégradations, le modèle de constat et de suivi de biens, ont servi de base de départ pour définir les différents groupes de travail et toute une partie qui s'appelait le Task Collection Survey. Ces documents nous ont permis, entre autres, une collaboration assez étroite avec le Viennet et les autres membres de ce module pour élaborer, d'une part, un glossaire français-anglais avec définition en français-anglais de toutes les dégradations, un glossaire illustré et un collection survey forme type. Nous avons également pu éprouver au cours d'évaluation des collections, notamment à Galliera, les indicateurs tactiles, olfactifs et visuels entre plusieurs équipes, avec de nouveaux systèmes numériques d'évaluation basés sur des critères d'appréciation utilisés déjà dans d'autres domaines de restauration.
Aujourd'hui, la majorité des résultats est publiée dans l'ouvrage Pop Art, dont vous avez mis une image ici. Mais une partie reste encore à paraître et nécessiterait d'être poursuivie. Le projet a été une franche réussite, notamment car il a permis de mettre en place une méthodologie commune de condition survey, de mieux connaître les systèmes de dégradation, d'homogénéiser les connaissances scientifiques et les méthodes d'analyse des laboratoires européens. Et Nathalie vous en parlera peut-être, je ne sais pas. Si je reviens un petit peu en arrière, donc ça c'est pour vous présenter les projets de recherche sur lesquels on a pu travailler sur ces questions-là. Si je fais un petit peu quelque chose de plus anecdotique, on va dire, je vais essayer de vous parler un petit peu de ces travaux passés et de leur contenu. On sait de mieux en mieux aujourd'hui distinguer les cellulosiques des autres thermoplastiques. Par contre, distinguer les nitrates et l'acétate de cellulose n'est absolument pas aisé, voire quasiment impossible, sauf s'ils sont en dégradation. Le nitrate de cellulose, qui a été interrompu dans les années 50, a coexisté pendant près de 40 ans avec les acétates de cellulose. Les nitrates sont identifiés comme se dégradant très très vite, en très peu de temps, dès leur invention, puisque moins de 3 ans après leur invention, les premiers brevets mentionnent déjà des problèmes de vieillissement et des additifs pour améliorer le vieillissement de ces matériaux. La majorité des brevets qui les concernent, par contre, et notamment au moment des nitrates, va concerner l'amélioration et l'adjonction de charges d'additifs. A contrario, dès son invention, l'acétate est reconnu comme un matériau stable. Je vous parle en termes de brevets et de bibliographie. Ce qui explique sa rapide substitution, notamment pour les films en nitrate par les acétates. Et c'est là que la perfusion, notamment sur le terme de celluloïde, a commencé. Le terme celluloïde correspond au fait au brevet du 12 juillet 1870 des frères Hayat, et il s'agissait de nitrate de cellulose plastifié au camphre. Un peu à l'image du terme frigo pour les armoires réfrigérées, le terme celluloïde est rentré dans les usages et a inclus très vite les acétates. L'histoire des brevets permet également d'aborder la question de l'inflammabilité. L'inflammabilité concerne plus les questions de nitrate, et dès 1902, les brevets commencent à parler de traitements spécifiques, avec l'addition notamment de sels métalliques et notamment de sels de chlorure. Aujourd'hui, je fais le constat quand même que les responsables de collection ont une meilleure compréhension des différences entre films et matières moulées. Moi, je ne travaille jamais sur les films, je considère que ce n'est pas la même histoire. Et la peur que j'ai connue quand j'ai commencé ce métier sur l'auto-inflammabilité, l'autocombustion des matériaux et notamment des objets est devenue quasiment anecdotique. Par contre, il règne encore beaucoup de confusion et d'idées reçues autour des non commerciaux et des périodes de production des acétates et des cellulosiques. En termes de fabrication, les méthodes de fabrication étaient sujets à de nombreux brevets, et ce très tardivement. Lors de l'étude, on a indexé plus de 40 brevets, c'est-à-dire à peu près 20% des brevets, uniquement sur les méthodes de fabrication. Alors, les acétates ont été très développés pour les vernis, ce qui explique aussi une importance de brevet, mais ils n'ont pas été considérés au moment de l'étude. La fabrication des acétates ressemble assez fort à celle des nitrates. Les deux sont préparés à base de cellulose qui est traitée par un mélange d'acide aqueux. Monsieur, vous compléterez peut-être si vous le souhaitez. Sûrement d'ailleurs, vous le ferez sûrement mieux que moi. Pour l'acétate avec de l'anhydride acétique, et le degré d'acétylation détermine le produit fini, film, fibre ou produit amolli. Le camphre est petit à petit remplacé par du triphénylphosphate et des plastifiants de type ester, similaires à ceux du PVC, et notamment des phtalates. En termes de fabrication, il faut bien dissocier la préparation de la matière à mouler et la fabrication du produit fini. Les deux influent énormément sur le vieillissement selon la qualité des process mis en place, mais également des produits utilisés. Je soulève ici deux questions que je pose depuis plusieurs années. Nous aurons peut-être le temps d'en reparler au moment des échanges, si cela vous intéresse. Notamment, faut-il inventorier les cellulosiques usagées? Faut-il conserver des multiples? Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. J'ai inséré ce tableau que j'utilise beaucoup, notamment dans mes cours de l'IFOCA, qui est l'Institut français, l'Institut de formation du caoutchouc, qui montre très bien que la fabrication est un paramètre fondamental dans le vieillissement des matériaux plastiques. C'est ce qui explique notamment que sur une même année de production, vous pouvez avoir une paire de lunettes qui se conserve très bien et une autre qui se conserve très mal.
C'est très aléatoire. Alors, je ne peux pas parler de la dégradation et du bilan des acétates de cellulose, j'en ai pas le temps. L'idée ici est plutôt de voir comment elle est perçue et comprise aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous faire quelques brèves. D'abord, l'université de Clermont-Ferrand, qui, avec Jean-Luc Gardette, a comparé la photooxydation de la thermo-oxydation, a permis de montrer que les résultats, a permis de montrer que les vitesses de dégradation sont très différentes d'un système à l'autre, entre l'effet de la lumière et l'effet de la chaleur. Le projet Pop-Art, lui, a permis de quantifier la proportion des dégradations en fonction des causes et de corréler les effets visibles, appréciables, quantifiables. Il est fondamental de noter que la majorité des causes sont internes et intrinsèques au matériau. Alors pourquoi cette obsession et ces peurs liées à la dégradation des acétates de cellulose? Premièrement, ces matériaux agissent sur leur environnement direct en se dégradant. Ils libèrent des exsudats liquides corrosifs et des vapeurs dans l'air. Je vous donne deux exemples en images. Alors là, il y a un souci. Pardon. Ici, vous avez un exemple de jouet qui se rétracte, en fait. Il y a une perte de matière. Et donc, là, vous avez une déformation. Il tombe à la renverse, ce n'était pas voulu. Et l'âme qui est ici est en train de s'ouvrir. Le joint de moule est en train de s'ouvrir. Et à côté, vous avez ce qu'on peut appeler une phase de destruction d'un pigarde de guitare. Là, on est vraiment face à un besoin de conservation qui relève de l'archéologie. 5 minutes, ouais, je l'ai sur mon... Ça va aller, ne vous inquiétez pas. D'autre part, il y a beaucoup de confusion entre le vieillissement normal de ce matériau et sa dégradation, qui est plus accidentelle. Les acétates ont une durée de vie qui correspond, comme tous les matériaux industriels, à des critères prédéfinis et dans tous les cas limités à leur temps d'usage. Il s'agit bien donc d'un vœu pieux que de vouloir les transmettre aux générations futures. Ce n'est pas impossible, mais cela sous-entend l'acceptation de certaines transformations, fragilités, un peu à l'image des objets archéologiques. Je vais bientôt avoir fini. Ne vous inquiétez pas. Pour qu'un matériau vieillisse, il faut comprendre ce qui peut le faire vieillir prématurément ou accélérer ses processus de dégradation. Il faut savoir qu'avec une température, avec un coefficient de 10 degrés, avec une différence de 10 degrés de température, le coefficient de vitesse est multiplié entre 2 et 3. C'est la loi d'Arrhenius. Et ça permet d'activer l'action de l'oxygène. Donc là, je vous ai résumé en fait les principaux facteurs aggravants. Donc la température, l'humidité, le confinement, l'usage passé des collections, les contraintes de mise en œuvre, les réchauffes notamment, les contraintes inadaptées, notamment sur le détournement des matériaux, ce qu'on peut trouver assez facilement en art contemporain, la proximité de métaux qui font un mélange assez détonnant, et la proximité de matériaux acides. Alors vous avez ici 3 exemples. Une paire de lunettes qui a été portée et qui se dégrade préférentiellement ici sur les zones qui font sujet à beaucoup de réchauffe au moment de la fabrication et le nez, mais aussi à des zones d'usure liées au fait de porter. Le problème de la mise en sachet des collections qui est totalement catastrophique pour les cellulosiques, d'où cette petite poupée en celluloïde qui crie « Oh non, pas le sac ». Alors, aujourd'hui, les chargés de collection, avec les publications, informations et formations, peuvent très facilement, beaucoup plus facilement qu'avant, identifier les dégradations en cours, notamment par l'odeur, les modifications de couleur et de propriétés mécaniques, la microfissuration et les fissures, pour citer les principaux indicateurs. Il y a donc bien eu depuis une vingtaine d'années une nette évolution de la reconnaissance et de la prise en considération de ces matériaux et de leur suivi. Les collections qui ont développé des mesures spécifiques peuvent aujourd'hui constater un réel ralentissement des phénomènes de dégradation, mais se rendent compte que c'est encore insuffisant. C'est le cas par exemple du musée de la lunette à Montréal que je suis depuis longtemps et qui a mis des conditions de conservation progressivement en place. Sur cette image, vous voyez Hélène Buzat qui, au moment de Pop-Art, on a pu faire un retour d'expérience sur ces collections qui avaient été conservées. Et vous voyez Sabine Mas face à un joli syndrome du vinaigre de l'acétate de cellulose. Je compare très souvent la conservation préventive à un escalier sans fin, un peu à l'image du temps que l'on gravit marche par marche,
en fonction des moyens et des contextes développés. Le musée de Morée a su agir au fur et à mesure et en fonction de ses moyens, en pensant le plus globalement possible. Donc il avance petit à petit, mais de manière sûre. Alors, aujourd'hui, pour être honnête, les matériaux plastiques cellulosiques, mais également d'autres matériaux plastiques, ont des durées de vie assez courtes en comparaison des autres matériaux patrimoniaux. La médiation auprès des publics, j'ai bientôt fini, et des musées sont primordiales pour comprendre la nature même de ces matériaux industriels et accepter leur vieillissement. Le travail sur les brevets, l'histoire des techniques et de l'industrie sont fondamentales dans l'approche de ces matériaux. Ce sont des domaines de connaissances qui sont encore insuffisamment pris en compte dans le patrimoine et des ponts sont à créer avec l'industrie notamment. En termes de conclusion, je pense que aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une meilleure prise en compte du contexte économique et de l'accessibilité des matériaux de conservation en développant des méthodes pragmatiques et adaptées de conservation. Le travail sur les recherches sur les méthodes de conservation est à mon avis encore à développer. On a tendance à explorer assez facilement les méthodes curatives, mais assez peu des méthodes préventives. Conserver les cellulosiques à une température constante de 18 à 20 degrés et à 45% d'humidité relative, avec un bon renouvellement d'air et des conditionnements en micro-chamber, relève pour la majorité des institutions d'un vœu pieux. J'aimerais beaucoup pouvoir aujourd'hui quantifier en temps réel, avec des méthodes comparatives, l'évolution des collections en environnement contrôlé par rapport à un environnement non contrôlé, pour pouvoir donner des éléments tangibles, quantitatifs, voire à terme peut-être des normes aux tutelles, qui nous permettraient peut-être de passer d'un vœu pieux à un objectif mesurable. Le bilan du bilan, et là vraiment c'est promis, je m'arrête, j'ai dépassé d'1 minute. Le bilan du bilan, des fois je suis en avance, mais là je suis en retard. Le bilan du bilan serait donc que nous avons une meilleure connaissance de ces matériaux, de leur dégradation, de leur analyse, mais la connaissance des paramètres de conservation est encore, à mon avis, insuffisante. Il est urgent de penser la conservation de manière globale, dans un contexte économique qui est assez contraint, en réfléchissant à des méthodes actives et globales, à des conditionnements spécifiques pour gagner du temps, de manière à pouvoir en parallèle développer des méthodes de restauration. Donc là, juste pour finir, je vous montre, c'est un musée que je salue beaucoup par son engagement et par son investissement régulier sur ses collections, qui est le musée de la lunette à Morée. Vous voyez, donc ils ont mis un système de climatisation propre à la réserve qui contient les nitrates et acétates. Il n'y a plus de conditionnement fermé. Il y a un renouvellement d'air extrêmement important. On a fait des essais en micro-chamber pour certaines lunettes il y a une vingtaine d'années qui ont montré que le micro-chamber était vraiment actif et évitait vraiment l'accélération de certains matériaux. Et aujourd'hui, ils se relancent dans une logique de reconditionnement de certaines stars de leur collection par des méthodes actives de conservation, avec notamment des absorbeurs. Voilà, pour une première introduction, j'espère que je serai rentrée dans les clous. Merci.